Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo sur la dernière partie de la géométrie dans l'espace, même si on va voir qu'on n'aura pas fini à l'issue de cette vidéo-là, mais en tout cas ça concerne la partie 3. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu droit à une vidéo, donc voilà, on reprend les vieilles habitudes. Ça nous permettra d'avancer plus efficacement dans le programme, normalement sans perdre en qualité, donc c'est ce que j'espère en tout cas. Alors, nous en étions donc là, vous avez le cours qui s'affiche. A priori, on avait rempli l'exemple, sauf erreur de ma part. Vous me direz si jamais il en manquait, mais il me semble qu'on avait, rempli notre exemple. Donc je rappelle un petit peu le contexte, hein. On venait en gros de, définir ce qu'était un vecteur normal à un plan. Donc on avait dit notamment que pour être normal, hem alors excusez-moi. Ah oui, non, j'avais pas ah non, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. J'avais pas encore, je sais plus en fait. Non, j'avais fait la caractérisation vectorielle, oui, pardon. Oui, non, on avait réexpliqué, puisqu'en fait les plans, on en avait déjà parlé. On avait réexpliqué, comment on pouvait définir un plan, notamment, vectoriellement justement, en utilisant la coplanarité des vecteurs, hein. Bon, je reviens pas dessus, mais c'est ce qu'on avait fait et après seulement, on avait, donc découvert ce qu'on appelle un vecteur normal à un plan. C'est-à-dire que c'est un vecteur justement non nul et qui est à la fois orthogonal, aux 2 vecteurs directeurs, enfin à 2 vecteurs directeurs du plan, à un couple. Hem Et notamment ce qui était intéressant, c'est qu'on est normal à un plan à condition justement d'être orthogonal pour un vecteur, hein, à 2 vecteurs non collinéaires du plan. Puisque justement 2 vecteurs non collinéaires du plan, ça forme un couple de vecteurs directeurs. Voilà, bon, quand je le résume comme ça paraît compliqué, mais on avait pas mal détaillé normalement, ça allait à peu près. Et donc pourquoi on avait découvert cette notion de vecteur normal? Parce que justement, elle va nous mener à une autre façon de définir analytiquement un plan, puisque je vous avais montré qu'avec une représentation paramétrique, ça existe, mais ça devient lourd à manipuler, même si ça peut parfois être utile, hein. Mais là, l'idée, c'est de s'acheminer, plutôt vers les équations cartésiennes d'un plan, qui vont être, elles, normalement un petit peu plus pratiques. Voilà. Et donc justement, on va avoir besoin du vecteur normal, d'un vecteur normal. Alors, justement, on en était là, donc caractérisation d'un plan à l'aide d'un vecteur normal. Donc c'est exactement là où je veux en arriver, dans ce que je vous disais. On commence à toucher au but. Donc si on prend A un point et N un vecteur non nul, puisqu'il va s'avérer être un vecteur normal ce vecteur, puisqu'il s'appelle N, donc on le prend non nul. Je le dirai peut-être pas d'ailleurs à chaque fois, hein, que le N est non nul. Là, je l'ai bien précisé au départ, je m'en excuse par avance. Parfois, il sera peut-être possible que j'oublie de le préciser. C'est sous-entendu quand on parle de vecteur normal. Donc l'ensemble des points M de l'espace tels que alors justement, on a envie donc de trouver une autre façon de savoir si un point appartient à un plan ou pas. Donc là, on l'avait vu, nous, avec le fait d'être coplanaire avec, pour le vecteur AM par exemple, d'être coplanaire avec les 2 vecteurs directeurs du plan, à condition que A appartienne au plan aussi, bien sûr. Dans ce cas-là, M appartenait forcément au plan, ça faisait plein de points coplanaires, soit on parle de points, soit on parle de vecteurs, mais on avait utilisé ça. Donc là, l'idée, ce serait d'utiliser au contraire un vecteur normal au plan. Donc je m'explique, si je prends un plan et que je trace justement un vecteur normal, hein, on est censé avoir une orthogonalité, hein, entre ce vecteur et finalement tout vecteur du plan. Euh, Comment je peux savoir si un point M est dans le plan? Admettons que je prenne un point M, ou un point A, enfin peu importe, mais là le A est déjà utilisé. Donc admettons que je prenne un point M, et justement si j'ai un point A dont je sais déjà qu'il est dans le plan, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer si j'ai les coordonnées, sinon je peux le faire avec un produit scalaire sans coordonnées aussi. Enfin, en tout cas, je vais m'intéresser au vecteur MA ou AM, d'ailleurs, en général on prend plutôt AM, même si ça revient exactement au même. Donc le vecteur AM, et je vais chercher à savoir si justement il est orthogonal avec ce vecteur normal N. Puisque s'il est orthogonal, ça veut dire que justement, cette orthogonalité me permet d'être sûr que le vecteur AM est coplanaire avec les vecteurs directeurs du plan. Sauf que comme le point A est carrément déjà dans le plan, il est implanté dans le plan, ça veut dire que mon point M, si j'ai AM qui est orthogonal avec N, il est forcément lui aussi dans le plan. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Que donc pour savoir si un point M appartient au plan, j'ai juste à calculer le produit scalaire entre AM et N, donc le vecteur normal. Si je trouve 0, le point M est dans le plan. Si je trouve pas 0, il n'est pas dans le plan.
Et donc, ça va être une nouvelle façon de décrire un plan. Donc, l'ensemble des points M de l'espace tels que AM scalaire n égale 0, et le plan P, passant par A, puisque justement, on est parti d'un point qui est censé être dans le plan, sinon ça va être compliqué, hein, forcément. Il faut quand même s'ancrer à un moment au niveau du plan, et de vecteur normal n. Voilà. Et donc, cette définition, elle est très importante parce que justement, elle va avoir une conséquence directe, c'est justement une nouvelle définition analytique d'un plan. C'est-à-dire que là, on va se placer dans le cas où on a muni l'espace d'un repère orthonormé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir attribuer des coordonnées au point, au vecteur, etc. Donc là, justement, mon point M, pour lequel justement je me demande est-ce qu'il appartient au plan ou pas, donc je vais appeler x, y, z ses coordonnées. Le point A, dont je sais déjà qu'il appartient au plan, je vais les appeler x, y, z, a, donc censé être fixé tout ça. Et n, donc le vecteur normal, qui est censé être fixé lui aussi, de coordonnées ABC. Donc, M appartient à P, si et seulement si. Donc là, on va essayer de raisonner par équivalence pour avoir justement à la fin quelque chose qui décrive parfaitement le plan. Donc M appartient au plan, on vient de le dire, hein, si et seulement si le vecteur AM scalaire, le vecteur n égale à 0. Bon. Et donc ça, finalement, on va se lancer dans le calcul. Alors oui, il y a plein de lettres partout, mais ça se fait. Donc imaginons que je calcule. Alors mon vecteur AM, ses coordonnées, c'est x moins xa, y moins yk, et z moins za. Mon vecteur n, on a dit ABC. Bon. Et donc ce produit scalaire est censé être égal à 0. J'enlève ça pour me faire de la place. Je continue, je vais le faire ici. Je calcule mon produit scalaire, donc on se rappelle, hein, quand on a les coordonnées, c'est pas très compliqué, on multiplie par étage et on additionne. C'est vulgarisé ce que je dis, hein, je sais bien, mais au moins on le dit rapidement et on se comprend. Donc j'en étais plus b facteur de y moins yk, plus c facteur de z moins za égale à 0. Bon, alors déjà on se rend compte que finalement j'arrive à tout écrire en une ligne. C'est pas mal. Maintenant je développe, donc je vais récupérer, alors si je considère que les x, y, z, je vais avoir ax plus by plus cz, et après il me reste toutes les constantes, donc le a fois xa, le b fois yk, le c fois za, il y a un moins à chaque fois, hein. Donc moins axa, moins byk, moins cza, égale à 0. Voilà. Et donc ça c'est important, parce qu'on reconnaît là finalement une espèce d'équation, c'est une équation, hein, qui relie x, y et z. Tout le reste, je rappelle que ce sont des nombres fixes, qui sont généralement donnés dans l'énoncé, dans la situation, ou s'ils ne sont pas donnés, c'est qu'on dispose d'autre chose. Mais en tout cas, ce sont des nombres fixés. Il n'y a que x, y, z qui finalement va varier en fonction du point M auquel je m'intéresse. Et justement, on se dit, bon, si je passe en revue finalement tous les points M qui devraient être sur le plan, justement, chacun doit vérifier cette équation. Donc c'est une équation qui va permettre de reconnaître tous les points du plan. Et inversement, du moment où un point, alors je vais dire la même chose là, pardon. Donc et inversement, si j'ai une équation de ce type, je vais pouvoir retrouver tous les points du plan en cherchant toutes les solutions, tous les triplés de solutions x, y, z qui fonctionnent. Donc ça va dans les deux sens, c'est bien une équivalence, hein, justement. Ce qui veut dire que cette équation va permettre de décrire de façon parfaite et unique le plan. Alors unique dans le sens où elle va correspondre à un seul plan. Par contre, on est d'accord que je peux trouver le même genre d'équation en changeant le vecteur normal. On avait vu qu'il y avait une infinité de vecteurs normaux à un plan, hein, donc il suffit que je change le vecteur normal ou le point dans le plan, le point A là, choisi, et je vais avoir une autre équation de ce type. Mais en tout cas, toutes ces équations-là, même si elles vont avoir des écritures différentes, vont correspondre au même plan, donc à un seul plan. Donc il y a une description parfaite avec ce type d'équation, et c'est justement ce qu'on va appeler une équation cartésienne du plan. Voilà, donc une équation cartésienne, c'est pas comme les représentations paramétriques qui sont des systèmes, dans lesquels on décrit donc chaque coordonnée x, y, z en fonction d'un paramètre tierce, un autre paramètre. Là, c'est différent. Là, on relie directement. Là, il n'y a pas de paramètres. Il y a directement juste x, y, z qui sont reliés entre eux. Donc, on donne la relation qu'il y a entre x, y, z permettant de reconnaître si le point est dans le plan ou pas.
Exactement comme pour les équations cartésiennes de droite dans le plan, rappelez-vous. Donc, pardon, il faudrait que je change, voilà. Les équations réduites que vous connaissez, je vais peut-être pas mettre A et B d'ailleurs, c'est pas malin, je vais plutôt mx plus p, voilà. Alors, souvent on les écrit comme ça, les équations de droite, c'est ce qu'on appelle les équations réduites, mais en fait, si je bascule mon mx à gauche, mon p aussi, et je mets égal à 0, ben je me retrouve, finalement ça pourrait être un A, là devant j'aurai un B, alors là il vaut 1, mais en fait je pourrais très bien prendre une proportionnelle à ça et j'aurais pas 1, pardon, et je vais y arriver, voilà. Et donc le moins P qui pourrait être donc une constante. Là, nous, on va l'appeler D, parce que nous, on a déjà ABC qui sont pris, donc disons qu'on mettrait plus D ou plus C, bon, peu importe, une constante. Et donc finalement, dans le plan, on avait aussi des équations cartésiennes de droite. Donc finalement, pour les plans, on va se retrouver sur un modèle qu'on connaît un petit peu, sauf qu'on a une variable de plus, on va avoir le Z, qui a une inconnue de plus, qui apparaît. Mais sinon, c'est un type de représentation analytique qu'on connaît. Voilà. Donc voilà, on a résolu ce qu'on en avait parlé un petit peu en classe, là, le mystère, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que quand j'ai seulement une équation, quand je suis dans l'espace, une équation va correspondre à un plan. Une équation linéaire, hein, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir du x carré, du 1 sur y, du racine de z, tout ça, non. Du moment où j'ai donc ax plus by plus cz plus, alors justement, ça, nous, on écrira plutôt plus D, c'est-à-dire que tout ça, c'est un nombre, finalement, c'est calculé avec le A, le XA, le B, le YA, etc., fixé, et ça donne un réel. Donc, du moment où j'ai AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, j'ai un plan. Et vice-versa, si j'ai un plan, il a forcément une équation de ce type. Voilà, bon, j'espère que c'est à peu près clair. De toute façon, on va continuer et puis faire aussi quelques exemples. Donc justement, ce que je viens de dire, en gros, je l'ai récapitulé dans la définition. Ce que j'écris au-dessus, c'est en quelque sorte la preuve. Alors, c'est pas tout à fait... parce que pour prouver les choses, il faudrait être un peu plus fin. Parce que pour bien montrer que ça marche dans les deux sens, parce qu'on va voir d'ailleurs dans la propriété que l'énoncé se fait dans les deux sens. La forme directe de l'énoncé et la réciproque. Donc nous, si vous voulez, on a démontré une partie. Donc, pareil, je munis l'espace d'un repère orthonormé, très bien. Un plan de vecteur normal n de coordonnées ABC a une équation de la forme, donc ax plus by plus cz. Oui, j'ai pas insisté là-dessus, mais on est bien d'accord que, je vais mettre de la couleur d'ailleurs, que justement, voilà, comme ça, les coefficients sont exactement les coordonnées du vecteur normal. C'est pas rien, hein. Et en fait, c'est aussi vrai pour les droites dans le plan quand vous les écrivez avec une équation cartésienne, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ax plus by plus c égale à 0. Le a et le b vous donnent justement un vecteur normal à la droite. Bon, là, on est dans l'espace, donc c'est pour les plans. En gros, quand vous êtes à une dimension de moins que l'espace dans lequel vous travaillez, donc les droites dans le plan, c'est une dimension 1 dans un espace de dimension 2. Là, les plans dans l'espace, c'est dimension 2 dans un espace de dimension 3. On va avoir donc des objets dans ce cas-là qui seront décrits par une seule équation, comme on est en train de faire là pour les plans. Donc, je termine. Je vais arrêter mes apartés, parce que sinon, on n'arrivera jamais au bout. Donc, plus... Pardon, j'ai bougé la feuille. Bon, c'est pas grave. Je sais pas ce qu'il a le logiciel, là, il me joue des siennes. Bon, c'est pas grave, je pense que vous avez compris. Donc, le plus D est important, attention, parce que c'est justement celui qui va différencier. En gros, ça donne un petit peu la hauteur, entre guillemets, de votre plan. Enfin, où est-ce qu'il va couper... Enfin bref, je ne rentre pas dans ces détails, mais c'est ce qui va différencier en tout cas plusieurs plans qui auraient les mêmes vecteurs normaux, qui seraient donc des plans parallèles en fait. On va en parler un petit peu plus tard. Donc le petit d est important, faut pas l'oublier, parce que justement si on a un plus 2 ou un plus 10 ou un plus 5, les plans vont avoir une relation entre eux s'ils ont le même ABC, mais ce seront quand même pas les mêmes. Donc, ok, où D appartient à R, on dit qu'elle est une équation cartésienne, donc cartésienne qui vient de Descartes, de René Descartes. De ce plan, ok, réciproquement, si A, B, C, D sont 4 réels non tous nuls, parce que s'ils sont tous nuls, on se retrouve avec 0 égale 0, hein, donc on a du mal à décrire un plan dans ce cas-là. Alors l'ensemble des points M, X, Y, Z vérifiant
Donc justement, si on considère l'équation ax plus by plus cz plus d égale à 0, c'est un plan de vecteur normal. Donc en fait, soit vous avez le vecteur normal et un point, et vous allez pouvoir trouver une équation du plan, soit vous avez une équation du plan, vous allez pouvoir en déduire un vecteur normal, et même tous les points que vous voudrez là pour le coup. Donc est un plan de vecteur normal, et donc là vous saurez directement que votre vecteur normal il a pour coordonnées, et hop pareil vous lisez ce qui est devant x, ce qui est devant y, ce qui est devant z. Et surtout pas le petit d. Le petit d vous servira à trouver des points justement parce que vous aurez besoin de l'équation complète, mais pas le vecteur normal. Vecteur normal donc ce n'est que les coefficients. Il constituait comme coordonnées seulement des coefficients. Voilà, donc effectivement, ABCD non tous nuls. D'ailleurs, en fait, ABC non tous nuls, hein, déjà. Voilà, si vous avez ni X, ni Y, ni Z, ça va être compliqué d'avoir une équation, hein, et donc un plan. Voilà. Donc, remarque, je l'ai déjà dit, une équation cartésienne n'est pas unique puisqu'elle dépend du point et du vecteur normal choisi. Il y en a même une infinité. D'ailleurs, faites attention, parce que je crois que dans l'original que vous avez, oui c'est ça, ici j'avais fait une erreur de frappe, j'avais mis, je sais plus, il y avait autre chose, vecteur directeur je crois. Alors bien sûr que ça dépend aussi des vecteurs directeurs, puisque le vecteur normal, il est évidemment dépendant des vecteurs directeurs du plan, mais c'est pas très clair de le dire comme ça, donc c'est plutôt dépend du point et du vecteur normal choisi. Ok, alors, un exemple, justement. Je pense que pour ceux qui n'ont pas encore vraiment compris de quoi on parle, ça devrait s'éclairer, enfin j'espère. Donc, on nous dit, on considère un plan P de vecteur normal n 4, 1, 2. Là, j'écris en ligne pour gagner de la place, mais il s'agit bien d'un vecteur. Et passant par le point A, 2, 0, moins 2. On détaillera deux rédactions possibles, sachant que ce qu'on nous demande, c'est une équation cartésienne. Parce qu'effectivement, je vous ai dit on peut le faire, mais je ne vous ai pas trop expliqué comment. Donc, donc je vais vous écrire deux façons de le rédiger, qui peuvent s'apparenter pour vous à deux méthodes différentes, mais ce n'est pas vraiment des méthodes différentes. En réalité, on fait la même chose derrière. C'est plutôt deux façons de présenter les calculs. Donc, soit vous utilisez la définition qu'on vient de donner avec le produit scalaire, à savoir qu'un point appartient à un plan que si le produit scalaire entre un vecteur formé de ce point et d'un point du plan et un vecteur normal est nul, soit on utilisera directement la forme de l'équation. Il n'y a pas forcément une rédaction plus rapide que l'autre ou une rédaction à privilégier. Je pense que c'est important de comprendre les deux, de maîtriser les deux et après d'utiliser celle qui vous convient le mieux en fonction de la situation. Mais il est possible que selon la situation, moi déjà, mais vous aussi, que vous n'utilisiez pas toujours la même rédaction. Alors, donc, rédaction 1, on va mettre ça comme ça. Allez, je vais prendre celle avec le produit scalaire, je vais prendre dans l'ordre que j'ai donné dans le cours. Donc là, dans ce cas-là, vous pouvez dire, ok, je considère un point m, x, y, z. C'est volontaire de mettre x, y, z. Rappelez-vous qu'on va arriver à une équation. Donc en fait, votre point m, il est censé balayer tout le plan, c'est-à-dire qu'il a des coordonnées x, y, z au départ inconnues. Justement, on veut voir quels sont les liens entre x, y et z pour appartenir au plan. Donc justement, appartient à P, je l'appelais P, c'est ça. Si et seulement si, alors le si et seulement si, je rappelle que c'est la même chose que l'équivalence. Donc si on note tout en formalisme mathématique, on peut mettre une équivalence. Donc on a dit tout à l'heure, on a un point A, nous, qui est dans le plan. Donc on peut dire que M, il appartiendra au plan, à condition seulement que le produit scalaire entre AM et N soit nul. Autrement dit, que les deux vecteurs soient orthogonaux. Puisque le vecteur n, je rappelle, c'est le vecteur normal au plan, donc il est censé être orthogonal à tout le monde. Alors, pardon, j'ai encore le... Je ne sais pas ce qu'a mon logiciel aujourd'hui. Voilà, il veut plus, il me l'a fait déjà tout à l'heure. En fait, il bug. Bon. Alors, comment on va faire? Je vais juste... je pense que je vais carrément fermer et revenir. Voilà, désolé. Hop. Je relance le logiciel, ça devrait fonctionner. Donc, je me remets où j'étais. Voilà. Ça, c'est bon, ça marche. Désolé. Faudra que je règle ce problème. Je sais pas ce qu'il a. Bon, c'est pas grave. On y arrive. Donc,
Je disais AM, donc là je calcule ses coordonnées, donc M c'est X, Y, Z, A c'était 2, 0, moins 2, donc X moins 2, Y moins 0 ça fait donc Y, et Z moins moins 2, donc Z plus 2. Scalaire, donc mon vecteur normal qui était 4, 1, 2. Donc je mets mon 4, 1, 2 justement en termes de coordonnées, donc je calcule mon produit scalaire en gros en utilisant les coordonnées des vecteurs. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc, je continue mon calcul. Produit scalaire, donc 4 fois x moins 2 plus y plus 2 fois z plus 2 égale à 0. Je fais tout mon calcul et j'arrive comme par enchantement. Évidemment, c'est pas de l'enchantement, hein, on a utilisé la définition, donc, mais bon, ça fonctionne bien. Donc plus 2z plus 2 égale à 0, autrement dit, 4x plus y plus 2z moins 6 égale à 0. Alors attendez, j'ai l'impression d'avoir bien un truc. Ah oui, c'est là, voilà, plus 4, ce que je me disais. Donc moins 4 égale à 0. Très bien. Et donc ça, justement, ce que je viens d'obtenir, c'est exactement une équation cartésienne du plan. Cette équation cartésienne, il suffirait que je la divise par 2, que je la multiplie par 3, j'en obtiendrai une autre. Encore une fois, il suffirait que j'ai pris un autre vecteur normal que celui-là, c'est-à-dire un collinéaire à celui-là, hein, celui que je veux, mais bon. J'obtiendrai pas tout à fait la même équation, etc., etc. Maintenant, donc, une autre façon de rédiger. Donc là, vous l'obtenez. Là, l'avantage de cette façon-là, c'est que vous obtenez directement le résultat. L'autre façon, c'est pas plus difficile. Peut-être d'ailleurs que ceux qui ont plus de difficultés, qui ont peur du produit scalaire, tout ça, préféreront. Mais ça se fait en 2 temps. Donc, dans l'autre façon de rédiger, en fait, on va admettre ce qui a été dit dans le cours, c'est-à-dire la forme de l'équation d'un plan. Donc, on va dire directement, bon, bah ok, j'ai n de coordonnées 4, 1, 2 qui est normal au plan, donc à P. Donc, et là, en fait, on balance un peu l'équation sans finesse, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, on vous demande pas forcément de le démontrer, c'est dans le cours, donc vous avez le droit de faire ça. Donc, je peux dire normal à P, donc P a une équation de la forme, une équation cartésienne de la forme. Et donc là, AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Donc notre A, justement, c'est 4. Je rappelle que ABC sont les coordonnées du vecteur normal qu'on a choisi. Hein. Donc 4x plus 1y, donc y, plus 2z. Et le D, justement, ne le connaît pas. Donc pour l'instant, on va mettre plus D égale à 0, donc avec D appartenant à R à déterminer. Et c'est là que, donc on a fait un temps, et c'est là qu'arrive le second temps, c'est là qu'on va utiliser, parce que remarquez que jusque-là, je n'ai pas utilisé le point qu'on m'a donné, qui est dans le plan, le point A. Et donc là, je vais dire, bon bah ok, le point A, il appartient au plan. A, donc c'était 2, 0, moins 2, je crois. Ouais, c'est ça, 2, 0, moins 2. 2, 0, moins 2. Il appartient à P. Et c'est là qu'il faut faire un petit effort de souvenir sur les droites, puisque c'est exactement pareil que vous aviez en première, je parle. Hein. Puisque rappelez-vous, pour qu'un point appartienne à une droite, il fallait que ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Ce qui est assez logique, hein, parce que justement, l'équation, c'était la carte d'identité de la droite. Donc pour savoir si en gros, mon point il faisait bien partie de la famille, il fallait que je lui fasse passer le test. Le test, c'est l'équation. Pour le plan, c'est exactement la même chose. Donc j'ai les coordonnées de mon point, ce qui veut dire que les coordonnées vérifient forcément l'équation, sinon le point ne serait pas dans le plan. Donc je peux remplacer x, y, z par les coordonnées de mon point A, donc 4 fois 2, plus 0, plus 2 fois moins 2, plus d, égale à 0. Et c'est comme ça que je vais en déduire la valeur de d. Puisqu'après, j'ai plus qu'à calculer, c'est une mini-équation, et je vais pouvoir en déduire d. Donc là, j'obtiens 8 moins 4, plus, donc ça fait 4 plus d égale à 0. Et 4 plus d égale à 0. En effet, ça fait d égale à moins 4, et c'est exactement ce qu'on avait au-dessus. Donc après, j'ai plus qu'à conclure, puisque là, donc 4x plus y plus 2z plus d, donc moins 4, ce serait donc l'équation. Et donc, conclusion, P a pour équation. Quand on dit a pour équation, il est bien sous-entendu que ce n'est pas la seule qui existe. Hein. On ne dit pas l'équation cartésienne, mais on peut dire a pour équation. Elle en fait partie des équations possibles. Donc a pour équation cartésienne, et donc je réécris 4x plus y plus 2z moins 4 égale à 0. Vous avez le droit de mettre égal 4
plutôt que de mettre moins 4 à gauche si vous préférez. C'est aussi considéré comme des équations cartésiennes. Mais en général, on met égal 0 et donc on va avoir tout du côté gauche. Voilà, bon, donc ça c'était vraiment la question, la nouvelle question importante, puisque c'est une question qu'il faudra absolument maîtriser. Vous verrez que c'est dans quasiment tous les exercices, que ce soit de bac ou même sans parler de bac. Dès qu'on parle d'un plan et qu'il y a des coordonnées, vous avez généralement une équation cartésienne à trouver. Donc, il faut savoir faire ça. Deuxième question, on nous demande de montrer que le point, alors on nous donne des coordonnées. D'ailleurs, je suis en train de me dire, oui, il y avait là aussi, oui, je les collectionne, hein, quand je commence, vous me connaissez. Là aussi, il y avait une petite erreur de frappe, donc faites attention ici. C'était dans l'original, je sais plus, je crois que j'ai mis 0, et c'est pas 0, c'est 1. Donc voilà, si vous voulez bien rectifier, qu'on n'ait pas d'incompréhension après quand vous relirez. Donc on nous donne un point, on nous demande de montrer qu'il appartient au plan. Si vous avez compris ce que je viens de faire, normalement vous savez ce qu'il faut faire, il faut lui faire passer le test. Le test, c'est l'équation, c'est son équation au plan. Donc, je prends mon point B, qui est de coordonnées, donc 1, moins 1, je vais juste réécrire pour qu'on l'ait sous les yeux. Donc, je me demande est-ce qu'il appartient à P. Bon, très bien, ben, je remplace. Et puis, je vais bien voir, je fais le calcul, je vois si ça fait 0 ou pas. Donc, 4x plus y plus 2z moins 4, alors on y va. 4x, donc 4 fois 1, plus y, donc plus moins 1, plus 2z, donc plus 2 fois 1 demi, moins 4, donc ça fait 4 moins 1 ici, donc ça fait 3. Ici, ça fait 1 moins 4, donc ça fait moins 3. Et donc, ça fait 0. Donc, en effet, B appartient à P. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que les droites. Quand vous avez compris comment on obtient cette équation, la manipuler, normalement, à part qu'on a le Z en plus, hein, qui peut poser, bien sûr, quelques difficultés supplémentaires. Mais dans les principes, c'est pas comme la représentation paramétrique, qui était une nouvelle façon de décrire les choses. Là, c'est quand même très ressemblant à des objets qu'on a déjà manipulés. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous demander d'autre? Déterminer les coordonnées d'un autre point C appartenant au plan P, tel que ABC ne soit pas aligné. Bon, donc on va chercher un autre point. Alors tant qu'à faire, quand on vous demande de trouver des points comme ça, essayez de prendre des points simples. Donc qu'est-ce que j'appelle point simple? Ben, c'est quand on va avoir des zéros quoi, dans les coordonnées, parce que du coup c'est assez facile. Là par exemple, je vois bien que ben, je pourrais prendre x qui vaut 1, y qui vaut 0 et z qui vaut 0, ça fonctionne. Sinon, si je prends x et y qui valent 0, du coup, je me retrouve avec 2z moins 4. Bon, bah, z doit valoir 2. En fait, globalement, pour trouver un point, vous pouvez procéder comme ça, hein. Vous pouvez en fixer 2, mais essayez de prendre des choses simples, je répète, j'insiste. Vous pouvez fixer donc deux des inconnus, xy ou xz, etc. Et trouver la troisième pour que l'équation soit vérifiée. Donc ici, par exemple, 0, 0 et 2. Voilà, on va prendre ça. Alors, je n'explique pas comment je l'ai trouvé à l'écrit, hein, je vous ai fait tout le raisonnement à l'oral. Mais donc, par exemple, c'est 0, 0 et 2. Il appartient bien au plan P, puisque je peux faire 4 fois 0 plus 2 fois 2 moins 4. Ça fait bien 0. Donc ça marche. Bon, maintenant la question c'est est-ce que ce point C il correspond, il convient, parce qu'on veut que les points ABC ne soient pas alignés. Donc faut quand même... alors on va espérer qu'on a eu de la chance. Bon, vous imaginez bien que je connais quand même l'exercice, donc je suis allée vers un point qui fonctionne. Après, si le point ne fonctionne pas, évidemment, avant d'écrire, vous essayez hein, au brouillon, par exemple, et puis vous changez. C'est pas, vous pourriez prendre aussi le point A, 1, 0, 0. Alors après, j'ai pas testé celui-là, si ça faisait pas des points alignés. Mais bon, voilà, parce que forcément, je prends 3 points dans un même plan, je peux tomber sur 3 points alignés. Faut pas avoir de chance, mais ça peut. Donc, pour savoir s'ils sont alignés ou pas, rappelez-vous, il faut voir si les vecteurs AB et AC sont collinaires ou non. Donc, je calcule les coordonnées de mes vecteurs. Alors, AB, ACT, ah oui, ACT 2, 2, 0, moins 2. Ok. Donc, avec B qui est de coordonnées, d'accord. Donc, ça va faire moins 1, moins 1. Oui, c'est ça, moins 1, moins 1. Et donc, le dernier, ça nous fait donc 1 demi moins 2, donc 1 demi plus 2, donc 5 demi. Voilà, donc on a AB qui a ses coordonnées, AC... alors, AC, c'est... Ah oui, là, oui, bah, ok, là, ça va être assez simple. Donc, moins 2, 0, et donc c'est 2, on a dit, donc 2 moins 2, donc ça fait 4. Voilà. Donc, on a AB et AC.
Bon, on va le dire directement, donc AB et AC ne sont pas collinéaires. On a déjà vu plein de fois comment on le justifie, hein. Du moment où vous avez l'un des deux qui a un 0 et pas l'autre pour la même coordonnée, de toute façon, on avait dit c'est pas possible, puisque pour passer de 0 à -1, je peux multiplier par ce que je veux, ça marchera pas. Donc il n'y a pas de coefficient de collinéarité entre les deux, c'est pas possible. C'est assez évident quand on a un 0. Sinon, rappelez-vous, hein, on posait AB égale K fois AC, etc. Et on montre que les différentes valeurs de K ne sont pas les mêmes. Bon, donc ils ne sont pas collinéaires, et donc AB et C ne sont pas alignés. Non alignés. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Bon, très bien. Et on nous demande qu'est-ce qu'on peut en déduire pour le plan P. Le fait d'avoir trouvé 3 points non alignés qui sont dans le plan. Alors la question, elle est un peu vague, hein. Bon, moi, c'est un exemple qui est dans le cours, donc je sais où je veux vous amener, donc c'est pas grave, moi, ça me donne juste un support pour vous apprendre des choses. Donc là, c'est tout simplement ce que je voulais qu'on dise, qu'on remarque, c'est que du coup, je peux prendre ces 3 points-là pour décrire le plan aussi. Rappelez-vous, hein, on avait vu que pour décrire un plan, je prends soit un point de vecteur, soit 3 points, et maintenant on a vu que je peux prendre aussi un point et un vecteur normal. Donc là, je pourrais prendre les 3 points ABC, puisqu'ils ne sont pas alignés, donc ils définissent forcément un plan. Et comme ils sont dans P, ils définissent forcément P. Donc P, c'est aussi le plan ABC. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on en déduit, comme ils ne sont pas alignés, on en déduit que A, B et C définissent un plan. Définissent un plan. Définissent un plan, et comme chacun est un point de P, appartient à P si vous préférez, alors le plan qui est défini, c'est forcément le plan P. Donc, alors P égale le plan ABC. Donc, je rappelle qu'un plan, quand il y a 3 lettres, il se note tout simplement que les 3 lettres, mais des parenthèses pour indiquer le caractère infini du plan. Ok, voilà. Donc ça, c'est un bon début déjà dans ce qu'on peut vous demander comme exercice. Je continue. Maintenant, là, ce sont des questions un petit peu spéciales. Là, pour le coup, c'est pas forcément type bac, la partie 2, même si ça fait partie des choses qu'on est censé maîtriser aussi pour le bac, hein. Je suis pas du tout hors sujet, mais c'est un peu particulier. Donc, on vous demande quel est le plan qui a pour équation x égale à 0, y égale à 0, z égale à 0. Alors déjà, première chose, oui, ce sont bien des plans. Oui, puisque finalement, x, c'est bien ax plus by plus cz plus d égale à 0, puisque c'est a qui vaut 1, b qui vaut 0, c qui vaut 0, d qui vaut 0. Ils sont pas tous nuls, hein, donc ça correspond bien à l'équation d'un plan. Donc voilà, soyez pas surpris. X égale à 0. Dans le plan, donc en première ou en seconde, c'était une droite verticale. Si on est dans l'espace, une équation, c'est un plan. Enfin, ça décrit un plan. Donc ici, c'est bien un plan. Y égale à 0 aussi, Z égale à 0 aussi. Donc on vous dit quel est le plan. Alors bien sûr, on suppose qu'on a muni l'espace d'un repère orthonormé, hein. Donc, je vais essayer, on va le faire mieux que ça, pardon. Voilà. Donc là, rappelez-vous, on mettait donc l'origine, en général Y et Z, et on a le X qui, en général, arrive ici sur la profondeur. Voilà, donc on imagine que c'est en 3D, hein, c'est bien le problème de l'espace, c'est que c'est 3 dimensions que nous, on a besoin de représenter en 2. Donc quand on représente les choses, c'est pas forcément clair. Donc on nous demande quel est le plan qui a pour équation x égale à 0. X égale à 0, ça veut dire que justement sur la profondeur, je n'ai rien fait. Je suis partie de haut, j'ai bougé selon y ou z, mais pas selon O. Donc en fait, ça va correspondre exactement au plan qui est finalement le plan là de ma feuille. Donc sans profondeur, je suis vraiment à plat. Et donc ce plan-là, finalement, par quoi il est dirigé? Parce que là, je ne les ai pas remis, mais bien sûr, on a toujours nos vecteurs de base, hein. Là, on a I, là, on a J, et là, on a K. Donc finalement, il est dirigé par J et K. Donc on peut dire que c'est le plan. Rappelez-vous, hein, pour définir un plan, je répète, hein, je peux donner donc soit un point et deux vecteurs directeurs, soit un point et un vecteur normal, donc là on pourrait le faire, soit 3 points. Donc nous, d'ailleurs on pourrait tout faire, hein, puisque là, en termes de points, j'en ai aussi, rappelez-vous, normalement ça on appelle le point I, J, et là le point K.
Voilà. Donc, pour le premier, là, pour le A, d'ailleurs, il faut peut-être que je me décide dans les couleurs que je choisis. On va rester sur bleu. Donc, dans le A, il s'agirait du coup du plan OJK, ou encore qu'on peut noter donc OJK, justement, si je prends les points, ça donne ça, ce plan-là. Ou bien on pourrait dire, alors j'ai pas de notation pour ça, c'est pour ça que je vais pas forcément l'écrire, parce qu'il faudrait faire toute la phrase. Donc sinon, on pourrait dire le plan qui passe par O est de vecteur normal I. Et effectivement, si vous regardez bien l'équation de votre plan, donc on a x plus, donc 1x, autrement dit, plus 0y, plus 0z, plus 0 égale 0. Donc si on fait comme on a dit pour trouver un vecteur normal, c'est-à-dire que je relève les coefficients de x, y, z, ben comme vecteur normal, j'ai 1, 0, 0. Et 1, 0, 0, c'est le vecteur i. Donc en effet, tout ça c'est bien cohérent. A priori, on est sur la bonne voie. Donc maintenant, je continue. Je vais juste, voilà, j'enlève mes hachures. Donc maintenant, imaginons que je veuille y égale à 0. Donc y égale à 0, ça veut dire que je suis partie de haut. Je me suis déplacée selon x et selon z, mais pas selon y, c'est-à-dire pas en largeur. Donc en fait, je vais avoir le plan là, qui continue, hein, mais bon, je peux difficilement représenter la perspective. Donc voilà, je vais avoir le plan qui finalement, si on avait une feuille face à nous, le tableau face à nous, qui est perpendiculaire, qui traverse la feuille ou le plan ou le tableau face à nous. Et donc ce plan, lui, il est cette fois-ci dirigé par I et K. Donc ce serait le plan OIK, puisqu'il passe quand même par le point O. Ou encore, donc pareil, je peux l'écrire avec les points, qui sont donc 3 points de ce plan, qui sont non alignés, O, I et K. Ou bien, donc, je pourrais dire là aussi que c'est celui qui passe par O et de vecteur normal, J. Bon, et le dernier, parce que je pense que vous commencez à comprendre le principe, pardon, du vert, allez, voilà. Le dernier, donc cette fois-ci, on me dit Z égale à 0, Z ça représente la hauteur, donc ça veut dire qu'en gros je suis restée dans le plan du bas, enfin je sais pas comment je dois le dire, qui est au milieu là, qui est au niveau de OXY, et je ne suis ni montée ni descendue, je n'ai pas utilisé l'axe de la cote, donc de Z. Donc ça veut dire que là pour le coup je suis dans le plan ici, voilà, qui est donc dirigé cette fois par, donc qui passe par O toujours, et qui est dirigé par I et J. Donc là on retrouve le plan en fait tel qu'on l'écrivait jusqu'en première. Voilà. Donc ça c'est pour ça a l'air de rien ces exemples parce que on se dit oui bon c'est des exemples un peu bizarres, mais en même temps si on comprend ces exemples c'est qu'on comprend bien ce qui se passe parce que ce sont des cas particuliers un peu bizarres. Et donc normalement, si on comprend cette bizarrerie, c'est que on a quand même acquis un certain recul déjà. Bon, donc je vous renvoie après aux exercices pour vous entraîner là-dessus, bien sûr. Mais moi, je vais continuer. On a d'autres choses à voir, notamment donc les positions relatives dont on peut vous parler, donc on peut vous demander entre deux plans. Vous remarquerez que pour l'instant, je n'ai pas réintroduit les droites. Ça viendra. Pas dans cette vidéo, là on a déjà encore un peu de pain sur la planche, mais pas sur les droites. Mais pour l'instant, déjà, donc position relative entre deux plans, puisque finalement, deux plans, pareil, je peux me demander, est-ce qu'ils sont parallèles? On a une bonne idée quand même hein, de ce que ça veut dire deux plans parallèles. On va le dire, mais bon, je pense que vous avez quand même une idée. Est-ce qu'ils sont perpendiculaires? Ça aussi, on a une petite idée quand même de ce que ça peut être. Est-ce qu'ils sont confondus? Ou est-ce qu'ils ont une position quelconque, donc ils vont être sécants tout simplement, sans forcément être perpendiculaires. Donc il y a tout ça qui existe. Alors ce qu'on appelle position relative, là j'ai parlé de perpendiculaire, mais ça ne rentre pas vraiment dans position relative, c'est un cas particulier, perpendiculaire. Ce qu'on appelle position relative, c'est parallèle ou non. Voilà. Dans l'espace, justement, si je prends des plans, on est en dimension 2, donc les plans, les surfaces. Si je prends deux surfaces infinies, on est bien d'accord qu'il n'y a que deux possibilités. Soit elles sont parallèles, mes deux surfaces. Alors, elles peuvent être confondues, mais on va le ranger dans le même cas, puisque quand elles sont confondues, en fait, elles ont la même direction, hein, les deux surfaces. Je parle de surface, on est bien d'accord, ce sont bien des plans, je parle de plans. Donc, mes deux plans auraient la même direction si c'était confondu, donc on le range dans parallèle. Ou bien ils ne sont pas parallèles, donc ils n'ont pas les mêmes directions,
ils ne sont pas dirigés de la même manière, et donc dans ce cas-là, ils vont forcément se rencontrer, et donc seront séquents. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous qu'il n'y a que ces deux possibilités. Et si jamais ils sont séquents, vous le voyez là à l'écran, hein, il n'y a pas 50 façons de se couper pour deux plans, ils se coupent forcément selon une droite. C'est-à-dire que là où ils se coupent, ça forme une droite, ça forme un trait infini. Donc une droite qui pourra donc être étudiée et avoir elle-même une représentation paramétrique. Et oui, on va y arriver petit à petit. Voilà. En revanche, s'ils sont parallèles, il n'y a pas d'intersection, à part s'ils sont confondus, où là on a une intersection complète, bien sûr. Bon, j'y reviendrai plus tard à tout ça. Donc voilà, en gros, je vous ai présenté donc les deux possibilités, dont une qui a un sous-cas, on va dire. Comment ça se définit sinon un petit peu plus mathématiquement, parce que là on a fait que du visuel pour l'instant. Donc un plan P' est parallèle à un plan P, c'est seulement s'il existe deux droites, et j'insiste, pas une seule, ça marche pas, donc deux droites qui seraient séquentes entre elles, dans P', et qui seraient elles-mêmes chacune parallèles, enfin, une parallèle à une autre à chaque fois, deux par deux, donc qui seraient parallèles à deux droites, elles aussi séquentes, de l'autre plan. Alors, c'est un peu difficile pour moi de vous expliquer sans être face à vous. J'espère que vous comprenez bien, en tout cas, que si j'ai juste une droite d'un plan parallèle à une droite d'un autre plan, ça ne suffit pas pour qu'il soit parallèle. Je prends un exemple, alors je vais essayer. Je suis en train de me dire que je sens que je ne vais pas faire un beau dessin, mais c'est pas grave. Voilà, je prends l'exemple d'un... Oui, voilà, on va faire ça, c'est assez clair. Je prends le toit d'une maison. Donc sur le toit d'une maison, je peux considérer que j'ai, alors je vais prendre deux couleurs, un plan finalement ici, qu'on voit pas bien, mais qu'on peut imaginer par transparence. Voilà, je vais le tracer comme ça. Alors il est infini, on est bien d'accord, hein, c'est juste pour donner un peu de structure à ce que je raconte. Et un autre plan, donc celui-là je vais le faire en vert par exemple, qui serait donc celui qu'on voit mieux là, qui serait celui-là. Donc j'ai bien deux plans qui ne sont pas parallèles. Je pense que là on est bien d'accord, ils sont carrément séquents sur l'arête du toit. Donc c'est clairement pas parallèle. Si je prends deux plans comme ça, je peux très bien trouver, alors prenons une autre couleur, voilà, du violine. Je peux très bien trouver ici une droite, je peux imaginer qu'elle se prolonge bien évidemment, mais vous avez bien compris que je prolonge pas les choses pour que ce soit plus clair. Et une autre droite, voilà, je peux la tracer en gris, qui serait donc sur l'autre plan, je vais essayer de la prendre de même direction, voilà, et qui serait parallèle à cette droite. On l'imagine très bien, ça peut se trouver sans problème, deux droites comme ça. Et pour autant, les deux plans ne sont pas parallèles. Donc il ne suffit pas qu'il y ait une droite d'un plan parallèle à une droite d'un autre pour que les deux plans soient parallèles. Il faut bien deux droites de l'un parallèles à deux droites de l'autre. Évidemment, deux droites qui n'ont pas la même direction, parce que sinon on n'a rien gagné. Donc deux droites séquentes de l'un parallèles à deux droites séquentes de l'autre. Il n'y a que dans ces conditions qu'on pourra être certain, en tout cas si on regarde les droites, parce qu'après on va avoir d'autres critères, hein, mais si on observe juste les droites qui sont dans les plans, il n'y a que comme ça qu'on pourra être certain du fait que deux plans sont parallèles. Ce qui veut dire que si j'utilise les vecteurs, parce que du coup on pourrait parler de vecteurs, quand on a des droites parallèles, on peut parler de vecteurs collinaires, hein. Donc il faudrait un couple de deux vecteurs non collinéaires dans un plan, qui seraient chacun collinéaires à un autre vecteur dans un autre plan, et les deux autres dans l'autre plan formeraient un couple lui aussi de vecteurs directeurs, c'est-à-dire un couple de vecteurs non collinaires. Je ne sais pas si c'est clair parce qu'il y a beaucoup de mots dans ce que j'ai dit, mais voilà, ça peut se traduire avec des vecteurs, ce qu'on vient de dire là. Donc en tout cas, on voit que bon, pour montrer que des plans sont parallèles, si on utilise les vecteurs directeurs, autrement dit, ça revient à parler des droites séquentes, là, c'est la même chose. Rappelez-vous que deux vecteurs directeurs d'un plan, ce sont deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Donc si on utilise les vecteurs, je me rends compte qu'il y a quand même un certain nombre de trucs à vérifier. Il suffira pas juste de un vecteur collinaire à un autre, hein, voilà. Bon, donc on se dit peut-être qu'il y a un moyen de faire mieux. Effectivement, si on regarde les vecteurs normaux, je ne sais plus quelle couleur je peux prendre. Allez, essayons ça, je ne sais pas ce que c'est, peu importe. Donc si je prends un vecteur normal à ce plan, n, admettons, et je prends un vecteur normal à l'autre plan, donc je vais le prendre par exemple, allez, soyons fous, je vais le prendre grand, prendre comme ça, et je vais l'appeler n'.
Ben, ces deux vecteurs normaux, ils ont un lien quand même. Si mes deux vecteurs, ils sont parallèles, comme les vecteurs normaux, ils sont eux-mêmes perpendiculaires normalement, enfin, ou orthogonaux, pardon, pour des vecteurs, à tous les vecteurs du plan, à chaque fois, ça veut dire que chacun serait orthogonaux à des vecteurs qui eux-mêmes sont collinaires entre eux, potentiellement. Donc, normalement, ça fait de mon n et de mon n' deux vecteurs collinaires. Les vecteurs normaux de l'un et de l'autre ont forcément la même direction. Sinon, ils ne pourraient pas être parallèles, mes deux plans. Si vous voulez, en gros, ils vont se retrouver, mes deux plans, ils vont se retrouver orthogonaux, tous les deux à une même troisième droite, entre guillemets, même si là c'est représenté par un vecteur, ça revient même. Et donc, ils vont être parallèles entre eux. C'est l'idée. Donc, un vecteur normal à l'un est aussi un vecteur normal à l'autre. Si je suis dans ce cas-là, les plans sont parallèles. Et là, de suite, ça devient beaucoup plus intéressant parce que finalement, j'ai juste à montrer qu'ils sont collinaires. Donc, j'ai juste une collinéarité entre deux vecteurs à démontrer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais je pense. Donc, on peut passer à l'écriture. Donc, deux plans sont parallèles, c'est seulement si un vecteur normal de l'un est collinéaire à un vecteur normal de l'autre. Alors là, c'est le cas le plus général. On pourrait même dire donc s'il est aussi un vecteur normal de l'autre plan. Parce que s'il est collinéaire à un vecteur normal de l'autre plan, c'est qu'il est aussi lui-même normal à ce plan. Bon, en tout cas, voilà, là, on voit bien qu'en utilisant les vecteurs normaux, c'est plus simple, puisqu'il y a moins de choses à vérifier. Après, alors ça c'est pour parallèle. Maintenant, ils peuvent être parallèles, on l'a vu dans parallèle, il y a deux cas, donc strictement parallèles ou confondus. Si jamais on vous demande de démontrer qu'ils sont confondus, il faudra aller un petit peu plus loin. Donc, vous aurez démontré qu'ils sont parallèles de cette manière-là, en utilisant par exemple la collinarité des vecteurs normaux. Bon. Et ensuite, il faudra aussi démontrer qu'ils ont au moins un point en commun. Parce que du moment où on sait qu'ils sont parallèles, s'ils ont un point en commun, c'est qu'ils sont carrément confondus. Voilà, c'est pour ça que j'avais rajouté le petit 3. Donc, continuons. On va faire l'exemple et en gros, ce sera fini sur cette vidéo. Il y aura un petit chouïa en plus, mais grosso modo, on termine. Alors, je ne sais pas. Attendez. Oui. Je ne savais pas. Excusez-moi, il y a eu un blackout, mais j'ai des soucis techniques. Hein. Je sais pas, c'est comme ça. Ça, quand il y en a un, il y en a plusieurs. Bon, c'est pas grave. On a retrouvé le son et l'image. Voilà, j'ai l'impression que c'est bon. J'avais juste peur que ça ait coupé complètement. Non, c'est bon. Bon, donc, je recommence pour la troisième fois de la vidéo, je sais plus, enfin... Bref, donc, mon exemple. Je disais, on traite l'exemple et après on aura à peu près fini, pour bien comprendre tout ce qu'on vient de dire. Donc, imaginons qu'on me donne justement un plan P avec, par son équation cartésienne. Donc là, vous voyez que bah, ça suffit à définir un plan. Donc là, du coup, on me donne plus trop autre chose. On me donne pas des points du plan, on me donne juste son équation. Très bien. Vous constatez que là, le 2, on l'a mis à droite du 0 au lieu de le mettre à gauche. Comme quoi, c'est possible. Et on vous donne 3 points. On vous dit pas trop pourquoi, mais on va voir. On vous dit montrer que les points A, B et C définissent un plan. Ça, c'est une question très classique qu'il faut maîtriser, qui est aussi une question de bac, dont on a déjà parlé, mais voilà, on va le refaire. Donc, ABC définissent un plan à condition qu'ils ne soient pas alignés. C'est le seul cas qui peut poser problème pour définir un plan, puisque s'ils ne sont pas alignés, justement, ils définiront pas juste une droite, mais carrément un plan. Donc, en gros, cela revient à démontrer que les vecteurs AB et AC sont non collinéaires. Donc, je calcule mes coordonnées de vecteurs. Donc, AB, j'ai moins 9, moins 2 et 2. Ensuite, pour AC, j'ai 3, 0. Oui, c'est ça. 3, 0 et quoi 3, 0, j'ai perdu le fil, et moins 1, pardon. Voilà. Ah oui, voilà. Et justement, il y avait là aussi... Ah non, c'est bon. Oui, non. Sur votre original à vous, il doit y avoir là aussi une petite rectification à faire sur le point A. Désolée, je crois qu'après, c'est bon pour les bourdes. Donc j'ai calculé mes deux coordonnées de vecteurs et j'essaye de voir donc, si les vecteurs sont collinaires ou non. Donc là, clairement, là encore une fois, avec le 0, on voit bien qu'ils ne sont pas collinéaires, hein, puisque j'en ai un qui a le 0 et pas l'autre. L'autre, il a un moins 2. Maintenant, si je veux en avoir le carnet, je vais vous le refaire une fois.
Je peux rédiger les choses. Donc AB égale K fois AC. Ça serait équivalent à, donc en termes de coordonnées, j'en peux plus des problèmes techniques. C'est pas grave, c'est la vidéo des problèmes techniques. Donc, moins 9 égale à 3K. Ensuite, j'aurai moins 2 égale à K fois 0. Et ensuite, j'aurai 2 égale à K fois moins 1. Bon, maintenant, vous connaissez ça, hein, normalement. Et donc, ça me donnerait effectivement 3 valeurs de K différentes. Oui, alors carrément, là on aurait, oui, c'est même pire que 3 valeurs de K. Là on aurait carrément la deuxième ligne où moins 2 égale à 0, donc c'est impossible. C'est même pas la peine d'aller voir les autres valeurs de K. On est sur un cas parfaitement impossible. Donc, ils ne sont pas collinéaires. Et donc, s'ils ne sont pas collinéaires, AB et AC sont non collinéaires, les points ne sont pas alignés. Ça, ok. Normalement, vous saviez déjà faire dans la partie 2, même d'ailleurs dans la partie 1. Donc ça, c'est bon. Ils sont non collinéaires et donc ABC non alignés. Ok. Ensuite, voilà, un peu plus intéressant. Ça, on a commencé à le voir aussi en début de chapitre, mais on n'est pas encore bien à l'aise, donc c'est bien de s'entraîner là-dessus. On nous donne un vecteur et on nous demande de montrer qu'il est normal à un plan. Rappelez-vous, on a dit un vecteur, il est normal à un plan, à condition, donc soit on a déjà un vecteur normal à ce plan et donc on vérifie juste qu'ils sont collinéaires entre eux. Bon là, c'est pas le cas, on n'a pas. Soit il faut montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Donc là, AB et AC, puisque justement ABC forme un plan. On vient de montrer justement que AB et AC n'étaient pas collinéaires pour ça. Donc on peut prendre AB et AC, et donc on va calculer n scalaire AB. Il faudrait, dans l'idéal, montrer que ça vaut 0, puisqu'on est censé montrer que c'est bien un vecteur normal. Hein. Et ensuite, on fera pareil avec AC. Je rappelle qu'un seul vecteur ne suffit pas, ça j'avais expliqué en classe, hein, qu'il ne suffit pas d'être orthogonal à un seul vecteur du plan pour être orthogonal à tout le plan, enfin donc à tous les vecteurs du plan, et donc pour être normal au plan. Donc il faut bien deux vecteurs pour démontrer qu'on a un vecteur normal. Donc si je fais mes calculs, j'ai donc n c'est 1, 3 demi, moins 3 demi, pardon, et 3. L'autre, c'est quoi d'ailleurs? C'est moins 9, moins 2, 2. Je calcule, donc ça me fait moins 9, moins 3 demi fois moins 2, ça fait plus 3 demi fois 2, ça fait 3. Plus 6. Ah, bah effectivement, ça vaut 0. Bon, ça, on est content. On a n qui est donc orthogonal à AB. Bon, maintenant, on recommence avec AC, en espérant que ça fonctionne. Bon, ça devrait, hein, vu l'énoncé. Donc, 1 moins 3 demi, 3. Et AC, c'est 3, 0, moins 1. Ça va être plus rapide, là. Puisque ça nous fait 3 plus 0, moins 3. Donc, effectivement, ça fait 0. Et donc, n est bien orthogonal aussi à AC. Donc, comme AB et AC sont bien deux vecteurs non collinéaires du plan ABC, on peut en déduire que n est normal, donc est un vecteur normal à ABC. Donc, vous constatez que, en général, je dis en général parce que on se privera peut-être pas de faire un ou deux cas où c'est pas comme ça. En général, quand il n'est pas évident, qu'il n'est pas donné par d'autres choses, on essaye de vous fournir un vecteur normal au plan en vous demandant de vérifier qu'il est bien normal. Parce que, en fait, c'est ce qui va nous servir pour déterminer une équation cartésienne. C'est la question sûrement... Ah oui, non, c'est pas la question directement d'après. Ouais, oui, j'avais tourné l'exercice différemment. En tout cas, si on voulait donc l'équation cartésienne, une équation cartésienne de ABC, justement, il nous faudrait un vecteur normal. Donc, c'est aussi une manière de le faire. Là, on va avoir besoin du vecteur normal, mais d'une autre manière. Mais bon, ça revient au même, hein, vous allez voir. Donc là, qu'est-ce qu'on nous demande juste après? Le plan P est-il parallèle au plan ABC? Voilà, justement. C'est pour ça que j'étais pas passée par les équations cartésiennes, parce que l'idée, c'était de mettre en relation avec ce qu'on vient de voir. Donc, on vient de voir que en utilisant les vecteurs normaux, c'est assez facile, le parallélisme des plans. Il suffit de voir si les vecteurs normaux sont collinéaires entre eux, c'est-à-dire si l'un pourrait être normal à l'autre plan, et si l'autre vecteur normal pourrait être normal, finalement, au premier plan. Donc là, moi, j'ai un vecteur normal, j'ai n qui est celui donc de ABC, et un vecteur normal du plan P, on ne me l'a pas donné, mais je peux aller le trouver dans son équation cartésienne.
Donc là, on peut dire, d'après son équation cartésienne, alors c'est pas toujours super bien écrit, j'espère que vous arrivez à me lire, parce que vous l'aurez compris que la technique me ménage pas aujourd'hui, donc je fais comme je peux. Mais je pense que ça reste lisible. Donc d'après son équation cartésienne, P a pour vecteur normal, entre autres, hein, c'en est un. On va l'appeler M, disons, parce que N c'est déjà pris. Donc M, rappelez-vous, on lit les coefficients, donc moins 2, 3, moins 6, le ABC. Donc moins 2, 3 et moins 6. Voilà. Et donc la question c'est, est-ce que mes deux vecteurs normaux, donc je rappelle que j'en ai un ici, et l'autre c'est celui qu'on m'a donné dans l'énoncé, là, donc c'est celui qu'on a utilisé tout à l'heure, est-ce que ces deux vecteurs-là sont collinaires entre eux? Parce que si les vecteurs normaux sont collinaires entre eux, ça veut dire que chacun des deux vecteurs normaux pourrait être normal de l'autre plan. Et donc ça veut dire que ces plans, ils sont orthogonaux à une même troisième droite, enfin une même droite, quoi. Et donc ils sont parallèles entre eux. C'est ça l'idée. Ça voudrait dire que les vecteurs normaux, autrement dit, ont la même direction. Donc, est-ce que n et m sont collinéaires? Bon, je pense qu'on le voit assez vite. Pour passer de n à m, je multiplie par moins 2 et tout fonctionne. Donc là, j'ai plus qu'à dire, en prenant un stylo, donc m égale moins 2n. Donc, m et n sont collinéaires. Et donc, quand les vecteurs normaux sont collinéaires, les plans sont parallèles. Je parle lentement et j'articule parce que je pense que vous commencez à le comprendre. Une des difficultés de ce chapitre, c'est le vocabulaire. Et je l'avais déjà dit, mais c'est de ne pas se mélanger entre les différents mots. Parce qu'en fait, ce qu'on nous demande après, c'est pas très dur. Mais en revanche, c'est pas évident de ne pas s'en mêler les pinceaux. Donc prenez bien les bons réflexes tout de suite. Posez-vous bien à chaque fois la question. Ah, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Collinaire, ok, c'est ça. Orthogonal, c'est ça. Parallèle, c'est ça, etc. Et chaque mot correspond à un objet. Collinéaire, c'est pour les vecteurs. Parallèle, c'est pour les plans ou les droites. Donc on essaye de bien respecter le vocabulaire pour aussi être en capacité de bien le comprendre. C'est important. Donc je disais M est collinéaire et donc P est parallèle à ABC. Donc ça après c'est du cours. Hein. Vous êtes censé savoir que quand deux vecteurs normaux sont collinéaires, alors les plans sont parallèles. Ok, donc ça on est bon. Donc en gros, n, c'est aussi un vecteur normal AP. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Montrer, je ne l'ai plus à l'écran, mais je l'ai à côté. Montrer que le plan R, ah oui d'accord, on vous donne un autre plan, montrer qu'il est orthogonal. Ah oui, ok. Voilà, alors cette question-là, on n'a pas encore les moyens d'y répondre, en fait, avec ce qu'on a vu avant. Mais elle m'amène à la partie d'après. Vous avez l'habitude, hein, je fais régulièrement ça. Et si je l'ai mise, c'est qu'on est capable de raisonner sans avoir le cours. Donc comment je pourrais savoir si deux plans sont orthogonaux ou perpendiculaires? Là, pour des plans, on est d'accord que s'ils ont deux directions orthogonales, en fait, ils sont perpendiculaires. Rappelez-vous la différence, hein, c'est que quand on est perpendiculaire, on n'a pas que des directions perpendiculaires, on a aussi une intersection. On se rencontre. Et des plans, s'ils sont orthogonaux, c'est qu'a priori, ils ne sont pas parallèles, hein, c'est pas possible. Donc, ils ont forcément, on a vu tout à l'heure, s'ils ne sont pas parallèles, ils sont séquents. Donc, ils ont forcément une intersection. C'est pour ça que pour des plans, on pourra dire perpendiculaires aussi, ou bien orthogonaux. C'est comme vous voulez, mais en tout cas, perpendiculaire est tout à fait correct. Donc, comment je pourrais savoir si ces plans sont perpendiculaires? Alors, il y a plusieurs façons de faire. On va le voir après, on a une petite partie sur l'orthogonalité des plans. Mais disons qu'une façon assez facile quand on en dispose des vecteurs normaux, c'est que, donc, imaginons que j'ai deux plans, alors je vais essayer de les prendre pour qu'on puisse les imaginer. Donc ça, ce serait l'intersection. Donc on imagine justement qu'on a une espèce d'angle droit là de partout. Donc on imagine bien des plans qui seraient, peut-être ici c'est plus facile, orthogonaux. Oui, en fait, je n'ai pas été maline, pardon. Enfin, surtout pas logique. Je vais la refaire. Voilà, c'est plus logique comme ça. Donc, on aurait un angle droit, justement, ici. On l'imagine bien, ça. Donc, une manière facile de voir les choses, c'est en utilisant, encore une fois, les vecteurs normaux.
Parce que, finalement, si je dispose du vecteur normal à l'un, bon, très bien. Admettons que je l'appelle n, voilà. Ou m, ou ce que vous voulez. Et je dispose d'un vecteur normal à l'autre, que je vais appeler n'. Voilà. Mais finalement, parce que là on est bien d'accord qu'à chaque fois je les ai bien fait normaux à mes deux plans, hein. Je les ai pas décidés n'importe comment, les directions. J'ai pris un vecteur qui soit orthogonal à chaque fois à tous les vecteurs du plan. Et on voit bien que si mes deux plans eux-mêmes sont orthogonaux, bah forcément la direction de leurs vecteurs normaux, ou normaux, vont être, les directions vont être forcément elles aussi orthogonales. Autrement dit, pour que deux vecteurs je vais arriver, pour que deux plans soient orthogonaux, on pourra démontrer que les vecteurs normaux sont orthogonaux. Autrement dit, un petit produit scalaire entre n et n', et c'est terminé. Quand on a les coordonnées, bien sûr, hein. Et quand on a les vecteurs normaux, puisque si on n'a pas les vecteurs normaux, ça peut s'avérer un petit peu plus compliqué. Donc, là, en tout cas, on va partir dans ce cadre-là. Donc, du coup, alors, on va changer de couleur. Voilà. Ici, du coup, j'ai mon plan R qui est donc ici. Je vais mettre, voilà. Je peux lire, du coup, un vecteur normal. Alors, j'ai déjà pris N et M, alors je vais l'appeler R, tiens, puisque le plan s'appelle R. Allons-y. Admettons que donc je dise R a pour vecteur normal donc justement prenons petit r ou v, oui, bon, peu importe, hein, on s'en fiche. Ici donc ce serait 3, 4 et 1. Ensuite donc on sait que c'était R et P qu'on vous demandait, oui c'est ça. P on avait vu qu'il avait pour vecteur normal c'était N ou M, non c'était M. Donc M, il avait pour coordonnées -2, 3, -6. Et donc maintenant, bah, tout simplement, ça maintenant on sait le faire assez bien, puisqu'on a révisé tous plusieurs fois le produit scalaire, donc maintenant normalement c'est bon. Je calcule le produit scalaire entre les deux pour savoir si mes deux vecteurs normaux sont orthogonaux entre eux. C'est un 1, le dernier nombre, hein. -2, 3 et -6. Je calcule, donc 3 fois -2, ça fait -6, plus 3 fois 4, 12, plus 1 fois -6, -6, et donc 0. Tiens, tiens, tiens. Voilà, donc R et M sont des vecteurs orthogonaux, et si R et M sont des vecteurs orthogonaux, ça veut dire que les plans eux-mêmes sont orthogonaux. Voilà, et c'est ça en gros qu'on va, alors il n'y a pas exactement que ça, mais on va découvrir ça, en tout cas, enfin écrire ça dans la partie suivante. Enfin, si c'est quasiment que ça en fait, hein. Puisque sur l'orthogonalité, c'est quand même ce qu'on va privilégier, on va utiliser quasiment que ça. Donc, même si on n'a pas les coordonnées, on essaiera de calculer des produits scalaires différemment, mais en tout cas, ce serait bien de disposer du vecteur normal. Donc, pour terminer cette vidéo, juste cette partie-là, puisqu'on vient d'en parler, donc je trouvais ça dommage de ne pas la remplir. Il n'y a pas d'exemple, hein, rassurez-vous, donc c'est fini. C'est ce qu'on vient de dire, hein, donc soit un plan P1, un plan P2, voilà, P1 et P2 sont des orthogonaux ou perpendiculaires si N1 et N2 sont orthogonaux. J'ai pas laissé beaucoup de place, mais on va y arriver. Voilà. Autrement dit, si N1 scalaire N2 égale 0. Voilà. Bon. Les petites remarques, qu'est-ce que j'ai dit dans les remarques? Dans l'espace, des plans non parallèles sont nécessairement séquents. Donc lorsque les plans sont orthogonaux, on peut aussi bien parler de plans perpendiculaires. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc deux plans orthogonaux ou perpendiculaires sont forcément séquents. Et justement, on pourra du coup aller chercher aussi dans ce cas-là la droite d'intersection, puisque rappelez-vous que si deux plans sont séquents, ils ont forcément une droite d'intersection. Donc forcément, quand vous avez des plans séquents, si en plus ils sont orthogonaux, ça va nous intéresser, hein. Et après, ah oui, dernier point intéressant, le fait que P1 soit orthogonal ou perpendiculaire à P2, ça n'implique pas forcément que tous les vecteurs de P1 soient orthogonaux aux vecteurs de P2. Faites attention à ça. Est-ce que j'ai encore la... Voilà. Ça se voit assez facilement. Si je prends donc un... Je sais pas moi. D'ailleurs, bah oui, je vais prendre un exemple très simple. Je peux prendre les vecteurs qui sont sur leur... Je vais y arriver. Voilà. Donc, je recommence encore une fois. Si je prends les vecteurs qui sont ici sur l'intersection, justement, bah, je peux très bien prendre un vecteur dans P1 qui est là, un vecteur dans P2 qui est là, puisque en fait, c'est ce qui est commun aux deux.
Et clairement, les deux ne sont pas orthogonaux. Les deux vecteurs sont pas orthogonaux. Et pourtant, les plans sont orthogonaux. Donc selon comment je prends les vecteurs, je peux... Après, bon là j'ai pris un cas un peu particulier, mais je peux prendre aussi des choses plus... moins particulières que ça, hein. Je peux prendre un vecteur qui serait ici, qui serait dans celui qui est vertical, et je peux prendre un vecteur, j'en sais rien moi, enfin, bah voilà, comme ça par exemple, qui serait donc dans mon vecteur, dans mon plan horizontal. En tout cas, c'est pas du tout évident qu'ils sont perpendiculaires, hein, enfin qu'ils sont orthogonaux, mes deux vecteurs. Donc clairement, il faut faire attention à ça, ça n'implique pas ça. En revanche, ce qu'on peut dire, ça concerne encore le vecteur normal. Donc en revanche, si je prends un vecteur normal à l'un, à P1, et que P1 et P2 sont orthogonaux, hein, alors forcément, il va faire partie des vecteurs de P2, des vecteurs directeurs de P2, automatiquement. Puisque si les plans sont orthogonaux entre eux, ben, tout ce qui est orthogonal à P1 fait partie de P2. En termes de direction, je parle, hein, donc en termes de vecteurs. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est des petites remarques. C'est pas facile au départ, hein, ça demande une petite gymnastique, mais bon, j'espère que vous aurez le temps de méditer là-dessus. En tout cas, je m'arrête là pour la vidéo. J'ai déjà beaucoup parlé entre les problèmes techniques et tout ce que j'avais à dire, donc c'est déjà pas mal. J'espère que c'est à peu près clair. Je vous ai mis des exercices corrigés qui vous permettront normalement de vous entraîner sur l'ensemble de ce qui a été vu jusque-là dans ces 5 pages. Donc voilà, j'espère que ça vous éclairera suffisamment pour après arriver à faire les exercices que je vous ai laissés en autonomie et qu'on corrigera quand on se revoit. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et votre patience parce que voilà, je pense que cette vidéo n'était pas toujours facile à suivre. Désolée. Je vous souhaite en attendant de belles vacances en espérant vous retrouver en pleine forme. Et bon courage à tous pour vos révisions.